Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée à l'épisode 4 de La Roue du Temps, épisode 4 sur 8, sachant que le 8e et dernier sortira le 24 décembre. Avant d'aller plus loin, sachez que lorsque vous découvrirez cette vidéo, a priori ce sera, en tout cas pour les premiers d'entre vous, dans la journée du dimanche 28 novembre, eh bien vous aurez aussi à disposition le lancement de ma chaîne secondaire, ma chaîne YouTube secondaire, consacrée entièrement aux jeux de rôle. Ça s'appelle Captain Jeux de rôle en toute simplicité et vous trouverez un lien vers cette chaîne en description. Je vous invite à vous y abonner massivement, bien sûr, ça va être un projet qui me tient énormément à cœur. Et sur cette chaîne, vous retrouverez notamment le premier replay, sans doute, au moment de la découvrir, d'une des campagnes de parties de jeux de rôle que je mène en live sur Twitch. Sachant que justement la prochaine partie dans le demi-monde, un monde que j'ai inventé, développé depuis des années, avec un système aussi de jeu que j'ai inventé personnellement, eh bien cette prochaine partie ce sera ce mardi 30 novembre sur Twitch en live à 20h30. Et ensuite donc les replays seront sur cette chaîne secondaire que je lance aujourd'hui. Je compte vraiment sur vous. Et pendant que j'en suis à parler de liens importants en description de la vidéo, sachez que bien sûr c'est le Black Friday si vous voulez trouver de superbes t-shirts, un peu comme celui-ci, Peaky Fucking Blinders et sweatshirt avec différents éléments de pop culture. Eh bien, vous trouverez ça sur Tostadora. Il y a moins 30% des deux articles et livraison offerte sans aucun code à rentrer en ce moment. Et pour ça, passez par le lien que je vous propose en description de la vidéo puisque ça me permet tout simplement de percevoir une petite commission sur les ventes sans que vous, ça ne vous coûte rien de plus, hein, bien évidemment. Je précise aussi que cette vidéo sera spoiler, donc pour dédiée à celles et ceux qui ont vu l'épisode 4, sachant qu'il y aura une petite partie en fin de vidéo, comme j'avais fait pour les épisodes 1 à 3, pour ceux qui ont lu le livre. Et sur ce, je vous propose de plonger dans cet épisode 4 de La Roue du Temps. Je vais commencer par mes impressions d'ensemble sur cet épisode 4. Alors déjà, on a un épisode assez costaud qui fait un tout petit peu plus d'une heure. Et ça, je dois dire que j'apprécie beaucoup puisque assez régulièrement, on voit des séries avec des épisodes qui vont durer 40 minutes, 45 minutes. Et parfois, hein, pas toujours, ça va dépendre des séries, des épisodes, mais ça peut me laisser un peu sur ma faim avec une légère frustration. Là, on a quand même de quoi bien se remettre dans le monde, dans cet univers, c'est le moins qu'on puisse dire. Et j'ai trouvé que cet épisode 4 était assez ambitieux, notamment dans ce qu'on appelle son cold open, vous savez, cette introduction avant le générique plutôt cool, hein, je trouve, de La Roue du Temps. Et donc c'est une introduction, un cold open plutôt qui nous amène à Gil'dan. C'est un royaume proche des monts brumeux, hein, des deux rivières, là d'où viennent les principaux héros de la série. Et avec la façon de filmer comme ça, sûrement avec un drone, hein, j'imagine, avec un joli château, ce roi de Gil'dan qui se fait poursuivre jusqu'au tréfonds de son château par celui qui se proclame comme le dragon réincarné, Logain. J'ai trouvé que la scène avait pas mal de gueule. Alors on peut encore discuter effectivement de certains effets, encore j'y reviendrai ça justement dans la partie sans doute spoiler livre. Non, j'y reviendrai peut-être avec vous dans la partie lore pour des explications justement pour que vous compreniez mieux de quoi il s'agit. Je fais référence aux deux formes qui semblent faites du pouvoir unique, de ce pouvoir unique à la fois blanc et noir, je vais vous expliquer tout ça. Une forme féminine et une forme masculine qui viennent chuchoter à Logain de part et d'autre de ses épaules. Et j'ai trouvé que ça avait quand même fière allure dans l'ensemble, hein, ce cold open, qu'il y avait de l'ambition, que ça battait un petit peu en brèche le côté. Il y a pas mal de critiques hein, qui m'agacent pas mal, moi de mon côté, sur c'est cheap, tout ça. Je veux bien quand c'est un petit peu nuancé, qu'on dise qu'il y a certains aspects, moi il y a certains costumes, hein, donc, par exemple, qui ne me convainquent pas totalement. J'y reviendrai tout à l'heure dans les points qui fâchent, entre guillemets. Mais de là à dire que tous les effets numériques sont cheap, etc., que c'est naze, que c'est mal joué, etc., je trouve que c'est... Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre la virulence de certaines de ces critiques. Et ça me semble quand même pas mal battu en brèche, ne serait-ce que par ce cold open, mais je suppose que les perceptions
partiront encore un peu dans tous les sens. Autre point marquant de cet épisode pour moi, ça va être le développement des personnages, en tout cas de certains personnages. On a pas mal l'accent qui est mis sur Nynaeve, sur Lan, avec l'évolution de leur perception respective. Et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment de belles scènes, tout comme on en a eu dans l'épisode 2, dans l'épisode 3, quand la série se posait un petit peu pour aller gratter sous la surface de ces personnages qui sont loin d'être lisses, contrairement à ce que semblent penser certains. Et donc j'ai beaucoup apprécié notamment cette scène matinale, alors que Nynaeve va suivre comme ça, va se permettre de suivre Lan, le trouver en plein recueillement, en prière, puisqu'il pense à un royaume perdu, etc. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus, et je ne vous spoilerai pas les éléments concernant ce royaume. Mais j'ai bien vraiment apprécié leur échange autour de cette révélation sur la signification de cette phrase que Nynaeve avait gardée en tête depuis son enfance, cette phrase que ses parents lui disaient pour la rassurer, la dernière aussi qu'ils lui ont répétée alors qu'il l'a cachée lors de l'attaque de son village. Et l'échange, hein, le lien qui se crée entre les personnages à ce moment-là ne m'a pas du tout paru artificiel, bien au contraire, ça m'a semblé naturel. Je trouve qu'il y a une belle alchimie entre ces deux acteurs, et ça fait partie des éléments que j'ai appréciés assez nettement. Autre exploration d'un autre lien, celui qui va unir une Aes Sedai et son ou ses champions, puisque cet épisode a révélé qu'une Aes Sedai pouvait avoir plus d'un champion. Et j'ai apprécié les différentes couches de subtilité, de nuances qu'on venait nous expliquer en contexte, hein, sans nous balancer des informations comme ça de façon indigeste. On a vu vivre ces champions, on a leur conversation autour du feu, on comprend à demi-mot certains éléments, certaines relations d'une nature un peu différente, hein, qui peuvent se nouer entre une Aes Sedai et son ou ses champions, alors que dans le cas de Lan et Moiraine, leur relation n'est pas du tout charnelle, elle est très profonde, mais il n'y a pas ce côté sexuel entre eux. Mais aussi on découvre, par exemple, hein, c'est un petit truc qui vient colorer ce monde, cette notion de lien, que lorsque Lan va boire de l'alcool, eh bien Moiraine va pouvoir devenir un peu plus émotive, puisqu'elle va ressentir au travers de ce lien magique l'effet de l'alcool que Lan a consommé. Et j'ai apprécié ce développement d'univers. On apprendra certainement d'autres règles, d'autres éléments intéressants au fur et à mesure des épisodes. C'était bien senti. Bien évidemment, cet épisode n'était pas parfait. Il y a certains diraient sans doute nombreuses imperfections, et j'en évoquerai certaines juste après. Mais avant d'y venir à ces points qui fâchent un petit peu, eh bien, j'ai quand même envie de souligner ce final de l'épisode 4, qui est quand même assez fort, même très fort, puissant, qui fonctionnait en tout cas très bien sur moi, qui était très loin d'être cheap en termes de rendu, je trouvais visuel. Enfin, moi, je suis vraiment en décalage par rapport à certains commentaires. Je ne sais pas quelle proportion ils représentent des avis que peuvent avoir les gens sur cette série, mais je trouve certains avis très durs, injustifiés, sur certains qualificatifs. J'ai un peu de mal. Mais quoi qu'il en soit, de mon point de vue, Nynaeve, là, c'était vraiment un peu la révélation sur un moment qui était plutôt bien amené dans l'ensemble. Alors certes, elle est au tout début de cette relation, de ce ressenti éventuel qu'il y a avec Lan, Allan Mandragoran, et de trouver tous ces gens comme ça dans ce bain de sang véritablement, et qu'elle puisse exploser en termes de pouvoir et les soigner tous en même temps. J'ai bien apprécié, moi ça m'a donné des petits frissons, et sans parler des implications, hein, des questions qu'on peut se poser par rapport au dragon réincarné, est-ce que va percevoir, je vais y revenir plus tard, Logain face à cette explosion de puissance, juste après les paroles de Moiraine. Mais donc, comme promis, je reviens maintenant sur les quelques points qui fâchent. Histoire de reposer un petit peu le contexte, au cas où, hein, si vous regardez cette vidéo un certain temps après avoir vu l'épisode 4, on ne sait jamais. On va suivre 3 groupes pour l'instant, avec d'un côté Nynaeve qui est donc avec Lan et Moiraine, et qui va découvrir dans ce campement de champions d'Aes Sedai justement un peu plus les liens qui les unissent, l'histoire de Logain, l'attaque, etc. On a d'autre part Egwene et Perrine qui suivent les rétameurs, les Tinkers en VO, j'ai un peu plus ça dans la tête puisque moi j'ai lu les livres en anglais, les Tuatharan, sachant qu'on va découvrir au travers des yeux de Perrine et de Egwene le paradigme de la feuille. Je vais revenir sur cette traduction d'ailleurs dans peu de temps,
Way of the Leaf, aussi en version originale, de ce peuple qui a donc décidé de totalement abandonner la violence, de chercher à atteindre un monde meilleur. Ça paraît être un peu utopique, mais donc on a pour l'instant ces pérégrinations de Perrine et Egwene à leur côté. Et enfin, troisième groupe, c'est bien sûr celui de Rand, Mat, et maintenant accompagné de Tom Merrilin, le Gleeman, qui sont traduits soit par ménestrel, soit par trouvère, ça change apparemment selon les épisodes, et qui essayent de faire profil bas, puisque une suppo du ténébreux les avait captés la dernière fois, un Rand et Mat, et donc Tom essaie de les faire un peu disparaître sous les radars, si j'ose utiliser ce terme. Ils veulent dormir dans une grange, se font capter par les paysans, et ça se finit relativement mal, c'est le moins qu'on puisse dire. Et sur tout ça, le premier point qui fâche, mais qui fâche peut-être un tout petit peu, puisqu'il y a aussi certains éléments positifs de mon point de vue dans cette trame, c'est du côté de Egwene et Perrine qui sont un peu en retrait, sans doute parce qu'on n'a pas vraiment d'action en termes de menaces, de rebondissements pour l'instant. On est vraiment dans la découverte de l'univers, ce qui est aussi un point positif. Et dans les points positifs aussi, la façon dont Perrine est incarnée, interprétée à l'écran. C'est un personnage difficile à interpréter, qui est un personnage très très intérieur dans la réflexion, avec beaucoup de monologues internes dans les livres. Et je trouve que l'acteur s'en sort plutôt pas mal dans sa façon d'appréhender, de sous-peser ce que va lui expliquer la meneuse des Tuatha sur ce fameux paradigme de la feuille. Et de l'autre côté, on a Egwene qui discute de tout ça avec Aram, le Tuatha nettement plus jeune, le petit-fils de la meneuse de ce groupe. Et peut-être que c'est un petit peu en retrait, un petit peu plus lent pour l'instant, mais je suppose que ça devrait évoluer de ce point de vue au prochain épisode. Un point qui m'a nettement plus gêné, même si ce n'était pas non plus gravissime, ça va être le côté un petit peu live action role-playing game ou grandeur nature qu'on a pu avoir dans la bataille dans les bois du côté du campement des Aes Sedai, lorsque les suivants du dragon réincarné de Logain, de ce faux dragon, vont attaquer le campement. J'ai trouvé ça manquait vraiment de lisibilité des mouvements de troupes, de cohérence. On avait toute une bande de Gugus avec des habits un peu variés qui sautillaient dans les bois. Alors autant j'ai pas mal apprécié les effets qu'on avait, certains qui étaient projetés contre les arbres avec la terre qui explose sous eux, etc. Je trouve que le budget en tout cas était plutôt pas si mal utilisé pour les pouvoirs des Aes Sedai dans cette bataille. Mais du côté des champions, je les ai trouvés pas ultra convaincants. Dans le jeu d'acteur, tout ça, ça va. Mais au combat, on ne voyait pas vraiment leur grande supériorité. On voyait qu'ils étaient quand même plus forts que les gars qui attaquaient. Mais leur côté ultra efficace, tout ça, n'était pas vraiment correctement mis en avant. On a notamment un champion qui a un arc. Il va s'amuser à tirer à bout portant alors qu'il aurait dû déjà shooter des tas d'assaillants justement à grande distance, puis s'il a un arc, c'est qu'il est très doué avec cette arme. C'est des petites choses comme ça, mais voilà, ça faisait un petit peu fouillis, pas ultra convaincant, je trouvais, la gestion de cette bataille, par certains aspects, parce que sur des points ponctuels, c'était cool, comme Lyanna comme Alana, pardon, je me trompe, Alana, la Aes Sedai verte, qui va arrêter les flèches et ensuite les rebalancer sur les gars, sur le premier assaut, ça c'était quand même assez sympathique. Et voilà, je pense que c'était perfectible en tout cas. Autre point potentiellement frustrant, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, il s'agit de l'affrontement entre le Blême, le Fade et Tom. Alors, je sais que déjà dans les livres, c'est très rapide, etc. Mais j'aurais préféré un petit peu plus de lisibilité. Alors, disant cela, je sais aussi parfaitement que les Blêmes sont supposés avoir une rapidité extrême dans l'exécution de leurs mouvements. De fait, très peu de combattants sont capables, comme Tom va le faire, de bloquer certaines de leurs attaques. Mais j'avais une légère frustration, j'aurais voulu voir un peu plus nettement certains mouvements, certaines attaques, contre-attaques dans ce combat. Mais bon, peut-être que je pinaille, il faudrait que j'aime bien les combats à l'arme blanche, tout ça, donc ça m'a laissé un peu sur ma faim, mais c'est aussi un peu voulu, et puis on termine sur cette incertitude quant à l'issue de cet affrontement, bien entendu. J'en viens enfin à un point un petit peu particulier, ce que je vais appeler les délires de traduction. Le délire, c'est un peu trop fort, voilà. Mais puisque j'ai regardé l'épisode à la fois en VO puis en VF, et je dois dire qu'il y a certains choix de traduction qui m'ont un peu gêné, avec par exemple cette Aes Sedai verte qui dit qu'elle a posé des words en anglais,
des alarmes magiques, hein, tout simplement. Et ce qui est traduit par j'ai disposé des sentinelles. Alors des sentinelles, tout de suite, on pense à des personnes qui ont été mises autour du camp des Aes Sedai pour les prévenir en cas d'attaque. Et ça va créer des problèmes de compréhension, a priori, pour le public français. Par exemple, autre exemple plutôt, on a le choix de traduire Way of the Leaf chez les Tuata'an, les rétameurs. On traduit ça par le paradigme de la feuille. Alors paradigme, c'est vrai que c'est un joli mot, moi je l'aime bien, je le connais ce mot, hein. C'est une grille de lecture du monde, un paradigme, mais quand même ça vient un peu complexifier peut-être sans grande nécessité, alors qu'on aurait pu vraiment traduire par la voix de la feuille, hein, tout le monde aurait parfaitement compris. Bon, ça à la limite, ça vient enrichir un peu le vocabulaire, donc pourquoi pas. Et puis autre choix de traduction dans cet épisode, hein, rien que dans cet épisode qui m'a semblé particulier, voire un peu erroné, en tout cas qui fait disparaître des subtilités intéressantes, c'est lorsque Tom Merrilin, hein, le ménestrel, va parler de son cousin, je crois, son neveu, je ne sais plus, qui a basculé dans la folie liée au pouvoir unique. Et donc en français, on nous dit que Tom a essayé de l'aider le plus possible, mais on perd une subtilité parce qu'en VO, en gros, il dit qu'il a passé autant de temps à le mettre dans les problèmes qu'à en sortir, en gros. Donc ça veut dire que voilà, ils ont un peu fait aussi les 400 coups ensemble. Alors c'est une petite chose, c'est une subtilité, mais c'est toujours dommage de voir des subtilités disparaître. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'en venir à quelques explications sur l'univers. Alors peut-être que vous souhaiterez passer cette partie si vous préférez tout découvrir au travers de la série. Là, je ne vais pas vraiment spoiler, je vais venir apporter des points d'éclaircissement par rapport à des sujets qui ont déjà été abordés dans cet épisode 4. Je vais commencer par le pouvoir unique que Logain va puiser dans la source authentique, comme ils l'ont traduit. Et il faut savoir hein, qu'on a dans la roue du temps une partie féminine, Seidar, du pouvoir, et une partie masculine, Seidin, de ce même pouvoir. Et lors de la tentative d'enfermement qui a quand même plutôt bien réussi finalement, du ténébreux à l'âge précédent, le ténébreux a réussi à corrompre la source, mais la partie masculine de la source, donc Seidin. C'est ce qui explique qu'à l'écran, lorsque Logain va puiser à la source, va utiliser le pouvoir, eh bien on a cette couche noire qui vient en quelque sorte recouvrir les filaments blancs. Et cette corruption est donc directement liée au ténébreux. Et c'est aussi ce qu'on voit, puisque le ténébreux, il a pour parmi ses multiples surnoms, il a le maître des mensonges, je crois que c'est le maître des mensonges, en tout cas, il y a le terme de mensonge, ça c'est sûr et certain. Et on va deviner cette forme féminine et cette forme masculine qui vont susurrer des éléments pour alimenter la paranoïa, la folie rampante de Logain. Et pour moi, hein, c'est évident que c'est une directe et assez intéressante référence à l'influence néfaste que le ténébreux a insufflé sur le monde au travers de cette corruption de Seidin, cette source masculine du pouvoir. Autre concept qu'il me semble intéressant de développer un peu plus pour que vous compreniez plus rapidement ce qui se passe dans la série, c'est toujours au sujet du pouvoir unique, c'est la notion de bouclier, la notion d'apaisement et enfin la notion de lien. Alors le bouclier, c'est bien sûr hein, cette capacité que vont avoir par exemple les Aes Sedai de l'épisode à entourer Logain de ce bouclier qui va en fait l'empêcher d'accéder lui-même à la source. Alors lui, il va pousser, etc. C'est pour ça que c'est très fatigant pour les Aes Sedai qui le coupent de l'accès à la source masculine du pouvoir. C'est d'autant plus difficile aussi, une des subtilités, c'est que les femmes qui ont accès au pouvoir, comme les Aes Sedai, ne voient pas les filaments de pouvoir masculin, et inversement, les hommes ne voient pas les filaments de pouvoir féminin, donc tirés de Seidar, la source féminine. Et c'est un point intéressant, hein, puisque justement j'y reviendrai à la fin de mes explications de lore, au sujet du phénomène qu'on a autour de Nynaeve à la fin de l'épisode. Pourquoi donc Logain est-il ébloui alors que normalement il ne devrait pas voir le pouvoir féminin? Mais ça, je vais y venir. Et puis, donc pour ce qui est de la notion d'apaisement, vous l'avez vu, hein, c'est un petit peu une castration symbolique, mais pas que, ça va être le fait de couper définitivement Logain en l'occurrence, mais ce sont souvent évidemment des hommes hein, qui sont visés par ce rituel, notamment mené par les Aes Sedai de l'Adjar Rouge, dont la principale mission est de pourchasser les hommes qui touchent à ce pouvoir corrompu.
Et donc, c'est grâce au lien que je vais développer juste après que Liandrin, la sœur rouge principale pour l'instant qu'on ait vu dans la série, va couper Logain de son lien définitivement, ce qui va rejoindre ce que Tom explique à Rand dans une autre partie de l'épisode un peu plus tôt, ce qui va lui faire perdre goût à la vie, etc. C'est comme s'il perdait tout d'un coup la vie autour de lui perdait de sa couleur, de son intérêt. Enfin, tout ça, ce sera développé dans la suite, puisque je pense qu'on continuera à suivre Logain. Et la notion de lien, justement, ça va être ce que Liandrin demande, alors qu'elles viennent toutes d'être soignées miraculeusement par Nynaeve. Les autres Aes Sedai vont projeter leur propre pouvoir au travers d'un rituel qui va permettre à Liandrin de bénéficier de tout ce pouvoir cumulé pour mener une action particulièrement difficile, en l'occurrence l'apaisement d'une personne aussi puissante que Logain. Et comme promis, j'en viens à ce point potentiellement difficile à comprendre. Si les hommes ne peuvent pas voir le tissage du pouvoir féminin de Saidar, alors pourquoi Logain est-il ébloui? Eh bien, je n'ai pas de certitude, mais j'ai une théorie. Je pense que tout simplement, on a la révélation à ce moment-là que Nynaeve est une Taveren, un terme qui avait été utilisé par Moiraine au tout début du premier épisode. Et un Taveren, ça va être quelqu'un, un individu au destin exceptionnel. Elle pense qu'à Deux-Rivières, il y a 4 Taveren, mais a priori, dans cet épisode 4, on découvre que Nynaeve est aussi une Taveren. Et ce sont des gens dont le fil qui est tissé dans la trame du destin, dans la trame que la roue va tisser au fil des âges, etc., dont le destin, dont le fil est particulièrement puissant, qui va beaucoup influer sur les fils, les vies qui sont autour d'eux, et parfois jusqu'à un niveau très très important, notamment pour ce qui est du dragon réincarné. Alors évidemment, je ne vous dirai pas est-ce que Nynaeve est ou pas le dragon réincarné, je ne vais pas vous spoiler ceci, mais cet éblouissement qui va convaincre Logain, on sent tout d'un coup un changement en lui, juste après cette conversation avec Moiraine, il se dit « Ah mais en fait, c'est pas moi le dragon réincarné, c'est potentiellement Nynaeve », et donc ce serait cet effet Taveren qu'il aurait, et pas les fils du pouvoir qu'il percevrait. En tout cas, c'est l'explication qui me semble la plus plausible en connaissant l'univers, mais je ne sais pas quelles règles la série va vraiment décider de reprendre par rapport au livre, donc on aura peut-être plus d'explications à ce sujet dans les prochains épisodes. Et justement, je parlais des livres et le temps va venir de passer à la partie consacrée aux remarques en rapport avec les livres. Alors sans énorme spoiler, mais bon, quand même, si vous préférez vous prémunir le plus possible, peut-être que le moment est venu pour vous d'arrêter la vidéo ici, si vous n'avez pas lu les livres. Je vous rappelle que j'ai lancé ma vidéo YouTube secondaire Captain Jeu de rôle. Le lien, bien sûr, est en commentaire épinglé, en description de la vidéo. Je vous invite massivement à aller vous y abonner, à suivre ce que je vais y faire, ça me ferait très plaisir. Évidemment, c'est ultra important pour moi, donc si vous appréciez mon travail, et notamment les univers de fantasy, puisque les parties de jeux de rôle que je propose pour l'instant, ou du moins sur cette chaîne, sont complètement fantasy. Le monde, le demi-monde que j'ai inventé, c'est de la fantasy à ma sauce, donc peut-être que ça pourrait vous intéresser. Et n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, de vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Sinon, je serai obligé de vous couper de la source et vous allez chialer en balançant la tête en arrière comme ça. Et ça va pas être très très joli à voir. Allez, c'est parti pour la portion spoiler livre de la vidéo. Alors première remarque, c'est quelque chose qui m'a fait sourire, ça va être la prononciation de Nynaeve par Liandrin. Et c'est clairement un clin d'œil à toute la communauté de la Roue du Temps, puisqu'il y avait toutes sortes de discussions, même à l'époque des romans, bien sûr, sur la prononciation de Nynaeve. Et en français, je vous parle même pas, moi je prononçais Ninaeve avant de découvrir dans la série, etc. Et pas mal de gens continuent de le prononcer comme ça, et pourquoi pas, peu importe. Pour ce type de nom inventé, de fiction, ce n'est pas forcément ultra grave de prononcer ça à sa sauce. Et c'est assez amusant, bien sûr, c'est vraiment un clin d'œil à ce phénomène que Liandrin, la sœur rouge, quand elle va rencontrer Nynaeve pour la première fois, elle prononce mal son nom, et ça fait forcément sourire. De remarques maintenant sur la sœur verte Keren Nagashi, celle qui va malheureusement mourir au cours de l'épisode. Vous remarquerez qu'elle est la seule à vraiment percevoir la menace imminente de l'attaque que Logain va réussir à lancer, et donc, in extremis, elle va sauver la vie de Moiraine et de Liandrin au détriment de la sienne, donc elle se sacrifie pour sauver ses sœurs, c'est assez magnifique. Et ce personnage, eh bien, c'est tout simplement
une des, si ce n'est la Aes Sedai la plus puissante, considérée comme la plus puissante parmi les Aes Sedai qui sont crues vivantes en tout cas au début de l'histoire. Donc elle est très très haute dans la hiérarchie de la tour, puisque la hiérarchie est énormément basée sur la puissance dans le pouvoir unique. Donc il y a un personnage qui n'a pas le même destin d'ailleurs dans les livres, mais une grosse perte forcément pour la tour. Autre clin d'œil très sympa qui n'aura pas échappé à l'œil acéré des fans des livres, c'est bien sûr la poupée que la petite fille va donner à Mat pour ses sœurs, la poupée Birgit, puisque cela fait évidemment référence à cette héroïne du corps de Valère, qui va ensuite rejoindre l'aventure. Birgit Silverbow, arc d'argent, je ne sais même pas comment ça a été traduit exactement en français, désolé. Mais le fait qu'on devine un petit peu qu'elle a une chevelure blonde, etc., c'est un petit clin d'œil qui fait chaud au cœur pour les lecteurs. Et on a d'autant plus hâte de voir ce personnage arriver dans la série. Une dernière remarque enfin sur les niveaux de puissance. La série a fait le choix de certaines modifications dans le rapport de force entre les femmes et les hommes, j'ai bien l'impression, puisque la puissance de Logain a été réduite par rapport à ce qu'elle est dans les livres, je crois. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au moins celle de certaines femmes a été augmentée, puisque Lan va demander à Moiraine si elle pense que Logain est plus puissant que Egwene, et Moiraine lui répond qu'elle ne sait pas, ce qui veut dire donc que Egwene aurait un niveau de puissance à peu près équivalent à celui de Logain, ce qui n'est pas le cas dans les livres. Logain est plus puissant, il est considéré comme je ne sais pas quelle est la proportion exacte, mais pas si éloigné que ça, inférieur certes, mais pas si éloigné de ça, du pouvoir qu'a le dragon réincarné. Allez, jeter encore le nom pour l'instant, ça n'a aucun sens, mais puisqu'on est dans la partie spoiler livre, mais sait-on jamais si quelqu'un a continué. Donc voilà, c'est un choix comme un autre, pourquoi pas, moi ça ne me dérange pas du tout. Mais donc l'échelle de pouvoir devrait être assez intéressante, et par ailleurs, ils ont rendu le pouvoir unique par certains aspects plus puissant, parce que ce que Nynaeve réussit à faire, c'est quand même... C'est cool dans la série, sur cette fin d'épisode 4, mais c'est quand même ultra chaud de soigner autant de personnes à la fois, et sachant qu'il y a des personnages potentiellement donc plus puissants encore que Nynaeve, je me demande jusqu'où ça ira en termes de puissance dans la série. Ça risque de vraiment d'envoyer du bois, et j'espère que le budget et la représentation à l'écran de cette puissance vont suivre. Et voilà, il y aurait sans doute encore beaucoup à dire sur cet épisode, et si vous avez des remarques pertinentes, n'hésitez pas à les exprimer en commentaire. Je pense notamment, il me semble qu'il y a peut-être l'ancien symbole des Aes Sedai qu'on peut deviner au-dessus du puits dans le Cold Open, là dans le château de Gil'dan, là où le roi de Gil'dan va se réfugier. Et je suppose qu'il y a plein d'autres Easter egg références auxquelles je n'ai pas forcément pensé à vous parler dans cette vidéo, ou que je n'ai tout simplement pas capté dans l'épisode. Et donc n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire à ce sujet. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas d'aller jeter un œil, d'aller vous abonner à ma chaîne secondaire Captain Jeux de Rôle. Salut!